chronique du Touche. Cet épisode a été enregistré en juin 2023, mais il reste d'actualité aujourd'hui, donc on a trouvé pertinent de le publier, même 2 ans plus tard. On espère qu'il vous plaira autant qu'il nous plaît. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram et à vous abonner sur Spotify. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Gaucher et je suis avec Philippe Brunneisen. Salut Philippe. Salut. Aujourd'hui nous recevons Émilie Boussira. Bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Donc Émilie, tu es docteur vétérinaire, maître de conférences en parasitologie, maladies parasitaires, spécialiste du Collège européen en parasitologie, secrétaire générale du Collège européen de parasitologie vétérinaire, et j'en oublie sûrement quelques titres. On va commencer avec une première question. Pourquoi tu as voulu faire vétérinaire ? Alors c'est une très bonne question. Parce que je ne me situe pas dans les personnes qui depuis enfant voulaient absolument... j'aime les animaux comme tout le monde, mais c'est pas ça qui a guidé mon choix de carrière. Et j'ai beaucoup hésité avec la médecine humaine. Il y avait une volonté de travailler dans le médical au sens large, biologie, médicale, scientifique. Et après, voilà, la vie a fait que je me suis dirigée vers plutôt des études vétérinaires, mais avec toujours en idée quand j'ai commencé de faire à un moment donné de la recherche. C'était assez clair pour moi. Et il me semblait que d'aborder la médecine vétérinaire, donner une vision très large de la biologie, peut-être plus qu'en médecine humaine où on ne s'intéresse finalement qu'à une espèce. Effectivement, avec le recul, je me rends compte que les études vétérinaires peuvent mener à beaucoup de choses. Et donc c'est pas un choix que tu regrettes, tu étais contente à l'époque de... Je me suis beaucoup questionnée, même pendant mes études, même où j'en suis maintenant, si c'était à refaire, je referais la même chose. Mais par contre, t'as jamais eu en tête de vouloir faire de la pratique ? Non, j'ai toujours aimé les stages que j'ai faits, etc. Mais j'ai toujours eu peur à un moment d'avoir fait le tour de la question et de m'ennuyer. Et j'admire mes amis qui sont praticiens parce que je pense qu'au quotidien, le rapport au client ne doit pas toujours être évident. Et donc tu as évoqué que tu voulais faire de la recherche dès le début, mais la recherche, ça a aussi... un côté du coup enseignement. Et est-ce que ça tu y avais pensé dès le début ou Non, l'enseignement non, c'est venu après, c'est venu avec les opportunités du poste qui font que ça s'accompagne forcément d'une grosse partie d'enseignement. Donc ça j'y avais pas du tout pensé, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à apprécier au fur et à mesure des années. J'aime beaucoup le contact avec les étudiants et je trouve que les étudiants vétérinaires sont un public extrêmement intéressant pour un enseignant. Oh, c'est sympa d'entendre ça. Ouais. Et du coup, tu savais que tu allais partir vers la recherche, mais à quel moment tu t'es décidé pour la parasitologie ? Alors ça, j'étais intéressée par l'infectiologie au sens large, donc j'étais très intéressée aussi par la virologie, bactérie, etc. Et la parasitologie, ça s'est fait par opportunité, par rencontre avec la personne qui était mon mentor, qui était Monsieur Franck, qui était professeur ici. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui, de faire des stages, etc. Et ça s'est fait comme ça par rapport à la discipline. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, du coup, tu as dit que j'étais diplômée du Collège européen, donc ça passe par la réalisation d'une résidence. Et c'est en commençant cette résidence que je me suis rendu compte de la largeur de la discipline et que c'était une manière aussi d'avoir une interface importante avec la médecine humaine. Et je suis aussi partie de la Société française de parasitologie qui regroupe tous les spécialistes en parasitologie, quel que soit leur background. Et on se rend compte qu'on a vachement d'interactions avec les médecins, les pharmaciens, les biologistes, etc. qu'apporte énormément cette discipline. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes recherches et celles de ton unité que tu fais en parasitologie ? Ouais, alors on va dire que mes activités de recherche se concentrent plus sur tout ce qui est ectoparasites, maladies vectorisées, donc tout ce qui est transmis par, on va dire, un insecte ou un acarien à l'homme ou aux animaux, donc tout ce qui est agent infectieux transmis, et les manières de contrôler la transmission, donc tout ce qui est lutte. Et quand on parle de lutte, on parle d'utilisation d'anti-infectieux, en l'occurrence antiparasitaires. Et dès qu'on parle d'utilisation d'antiparasitaires, on parle aussi de résistance. Donc on a aussi un volet sur la compréhension des mécanismes de résistance qui se sont développés vis-à-vis des insecticides qu'on utilise. Voilà au sens large mes thématiques de recherche. Tu m'as dit que tu travaillais avec notamment la collection de tiques historiques du professeur Neumann. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui était Louis-Georges Neumann et comment les travaux qu'il a pu mener il y a plus de 100 ans peuvent encore te servir actuellement ? Alors, ce travail sur la collection Neumann a en fait débuté
par le biais d'une collaboration avec une collègue médecin qui est la conservatrice du plus grand musée de tiques au monde, qui est basé en Géorgie, Georgia Southern University. C'est le professeur Lorenza Beati que j'ai invité lors d'une université d'été que j'ai créée depuis 2019. Donc elle vient tous les ans enseigner, on est devenus amis. Et c'est une passionnée d'éthique, une spécialiste reconnue mondialement pour la taxonomie d'éthique. Et elle était en recherche depuis des années de cette fameuse collection Neumann. Elle savait pas où c'était. Elle avait entendu parler du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et je sais pas comment, en discutant, je lui dis, mais en fait, la collection, elle est dans le placard à côté de mon bureau, quoi. Donc elle était ébahie. Ça faisait 3 ans qu'elle venait. Et on a mis 3 ans à réaliser que c'est ça qui l'intéressait. Donc le professeur Neumann était un parasitologue français qui est, je pense qu'il a fait ses études à Maison-Alfort et il est devenu professeur de parasitologie ici à Toulouse et il a contribué au développement de la discipline par le biais de la rédaction de nombreux ouvrages et il est vraiment devenu une référence dans le domaine de la parasitologie et dans l'identification des parasites au sens large. Il a contribué avec de nombreux scientifiques, chercheurs qui partaient faire des expéditions dans le monde entier, qui récoltaient des parasites et qui les lui envoyaient pour identification. Donc il y a plein de parasites, quels qu'ils soient, qui sont ici. Et en particulier une collection de tiques qui est très importante et qui a servi à la taxonomie et à la, si vous voulez, à la description de certaines espèces, de certains genres. Ces identifications ayant été faites, je pense, au 19e siècle, maintenant sont un peu controversées. Donc ma collègue Lorenza, elle aimerait revenir si vous voulez, aux échantillons initiaux qui ont servi à Neumann pour l'identification des genres et voir si finalement il avait raison, puisqu'il y a des choses qui sont développées depuis pour l'identification des parasites, notamment des tiques. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le domaine de la parasitologie et notamment cette collection qui intéresse beaucoup de parasitologues, mais vraiment très spécialisés, qui travaillent sur les tiques dans le monde entier. Donc on a des fois des personnes qui, je ne sais pas comment, sont au courant que cette collection est ici. On a eu comme ça une collègue qui est venue d'Argentine pour identifier comme ça des tiques et repartir, si vous voulez, la tique d'origine qui a servi à la description d'une espèce ou d'un genre. Et ces échantillons sont encore en très bon état. Ouais. Et il y en a combien à peu près ? C'est des milliers, quoi. Je pense que c'est incontable. Ce qui est fascinant, c'est que je pense que tous les continents sont représentés parce que est enregistré dans ce bouquin que j'ai d'ailleurs dans mon bureau, qui est une pièce de collection écrite à la main à l'encre de Neumann, qui a enregistré tous les parasites qu'il recevait un à un par ordre chronologique. Et donc sont notés l'année, la date de réception, le lieu de prélèvement et l'animal qui a été prélevé. Donc on trouve vraiment de tout en fait. Ah, donc c'est quand même très précis ce qu'il a fait déjà. Ouais, c'est très très précis et c'est extrêmement bien conservé. Alors en parlant de résistance et de lutte contre les insectes, à la journée d'animation scientifique le 20 avril dernier, tu as présenté entre autres une méthode de lutte contre les insectes qui n'utilise pas d'agents chimiques. C'est la TIS ou technique de l'insecte stérile. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs de quoi il s'agit ? Ouais. Alors c'est une technique qui au départ a été développée, si je dis pas de bêtises, dans les années 50 dans la lutte contre une mouche, Wolfarsia, qui a tendance à les pondre dans les tissus, dans les organes, donc qui peut ravager énormément d'organismes vivants. Et je vais l'expliquer pour les moustiques. Ça part sur le principe de la connaissance de la biologie du moustique et du fait que normalement, pour la majorité des espèces et des genres, la femelle moustique, elle s'accouple une seule fois. Donc elle accumule en gros un stock de spermatozoïdes et qui arrive à maturation après chaque repas sanguin. Et en utilisant ce principe, on peut produire en laboratoire des mâles que l'on va irradier au stade nymphe et en les irradiant, on les rend stériles. Ensuite, on les lâche dans la nature et ces mâles, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Ils ont envie d'aller s'accoupler pour se reproduire. Et en ce faisant, ils vont, si vous voulez, transmettre des spermatozoïdes stériles aux femelles qui, elles, croient avoir été fécondées, donc ils ne vont pas s'accoupler une deuxième fois. Et du coup, ces spermatozoïdes ne permettront pas de donner des œufs viables. Et c'est intéressant parce que le fait de relâcher comme ça des milliers de mâles dans la nature n'est pas un problème puisque les mâles moustiques ne piquent pas, donc il n'y a pas de gènes et ils ne peuvent pas transmettre d'agents pathogènes. Donc c'est intéressant 2 fois, puisqu'on peut comme ça se permettre de lâcher des centaines de milliers d'individus sans qu'il y ait des problématiques de transmission possible d'agents infectieux. Est-ce que c'est une méthode qui est déjà couramment utilisée ou... Couramment, je ne sais pas, mais elle est utilisée dans de nombreuses zones et clairement, c'est la méthode de lutte de l'avenir. Ça a été... Alors, évidemment, quand on utilise ce genre de système, c'est bien de travailler dans un système clos, entre guillemets, comme des îles, desquelles il ne peut pas y avoir du coup une repopulation de pays, de zones avoisinantes. Donc ça a été testé à La Réunion, par exemple. Et
en Europe, il y a aussi des lâchers qui ont été faits en France, en Allemagne, en Italie, avec des résultats probants sur la pullulation des moustiques. Donc clairement, c'est une méthode d'avenir pour les 10-15 prochaines années. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'au bout d'un moment, la population de moustiques elle s'effondre et donc un risque pour la biodiversité? C'est une bonne remarque. L'objectif, c'est toujours gênant de parler d'éradication, parce que je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que tu dis, et la biodiversité, etc. Mais il y a de fortes chances que si c'est ce qui s'est passé avec le moustique tigre, il a pris la niche du culex, par exemple. Donc finalement, ce qu'on ne sait pas trop, c'est si on éradique complètement le moustique tigre, est-ce qu'il n'y aura pas une autre espèce qui viendra prendre la place? Probablement que si. Donc l'idée, c'est pas vraiment d'éradiquer, de faire disparaître, mais c'est d'essayer de limiter la pullulation, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça les objectifs. Et quand tu parles d'éradication, ça voudrait dire que ce serait une option possible avec ce type de méthode biologique? Ouais. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec cet agent de Mias dont je vous parlais, qui a fait des ravages donc en Amérique du Sud, en Libye, et dans ces zones-là, cette mouche a été éradiquée. Maintenant, on va parler de tes implications dans différents projets, notamment le projet RIVOC, risque infectieux et vecteur en Occitanie, donc qui cherche à positionner l'Occitanie comme centre d'excellence, d'attraction et d'expertise européen dans le domaine de la surveillance et du contrôle des maladies à transmission vectorielle. Concrètement, quelle forme prend ce projet et comment est-ce que tu t'y investis? Alors, ce projet, c'est ce qu'on appelle un défi clé, pour lequel, si vous voulez, qui est spécialisé en une thématique. Là, c'est sur les risques infectieux vectorisés, donc transmis par un moustique, transmis par une tique, etc. Il y en a d'autres sur la région, et donc la région Occitanie donne une certaine somme d'argent à ce projet, et après cet argent est redistribué sous forme d'appel à projet. Donc tous les ans, on fait plusieurs appels, et des équipes de recherche postulent pour avoir des financements, que ce soit pour des masters, que ce soit pour des thèses, ou que ce soit pour des petits projets à une hauteur de entre 15 000 et 30 000 euros de soutien. Et l'idée de ce projet, c'est de promouvoir les maladies vectorisées de l'homme, de l'animal et des végétaux. Pour vraiment parler, on parle beaucoup d'une seule santé, mais très souvent on oublie les maladies vectorisées végétales, qui ont exactement le même fonctionnement que celles que l'on connaît bien. Et on se rend compte que les méthodologies finalement sont les mêmes, et qu'on a beaucoup à apprendre des collègues qui travaillent sur les plantes. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de réunir ces communautés qui sont encore trop fragmentées. Surtout, on a les végétaux d'un côté et la partie animale de l'autre. Donc on essaie vraiment de trouver des projets communs, des liens, ou du moins, de mettre les gens en contact de ces communautés-là. Et ça, c'est quelque chose sur quoi vous travaillez à l'échelle régionale pour l'instant, c'est ça? Pour l'instant, c'est ça. Donc c'est un financement pour 4 ans, qui se distribue sous les formes que j'ai citées. On a aussi des actions de formation, sous forme d'université d'été, à peu près les choses qui ont pu être faites. On est intervenu par exemple dans des lycées agricoles pour parler avec les futurs acteurs de l'élevage, pour les sensibiliser aux risques infectieux, aux risques vectorisés pour les animaux de production. Mais voilà, ça peut prendre plusieurs formes, recherche et formation. Il me semble que tu travailles également sur la lutte contre les maladies vectorisées dans le contexte de la végétalisation potentielle des villes, donc j'imagine en Occitanie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un projet, ça fait partie des projets phares RIVOC. Il y en a 2-3 comme ça qui ont une somme d'argent plus importante et qui réunit un certain nombre d'équipes de recherche. C'est pas moi qui suis la responsable, c'est une collègue qui s'appelle Florence Fournet de l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, qui est basé à Montpellier. Et moi, j'interviens en tant que co-directrice d'une thèse d'université qui est menée par Colombine Bartholomé, qui est d'ailleurs vétérinaire de formation de Lyon. Et elle a fait sa bovine ici, puis après elle s'est orientée vers la recherche. L'objectif de ce projet au sens large, qui fait vraiment intervenir aussi un aspect socio, un aspect vulgarisation auprès du grand public, etc., c'est d'essayer de comprendre les conséquences de rendre une ville ou un centre-ville plus vert. Ça, il est évident qu'on en a besoin pour réduire les îlots de chaleur, etc. Donc on voit d'ailleurs que la mairie de Toulouse a voté pour, planter, je sais plus combien de centaines d'arbres dans le centre-ville, etc., pour rendre ces villes plus vertes. Et c'est indispensable. L'idée, c'est pas du tout de critiquer ça, mais d'essayer de comprendre si cette végétalisation aurait des conséquences sur les risques vectorisés, en proposant quelque part des niches qui seraient encore plus favorables à l'installation des moustiques, pourquoi pas des tiques, etc. Donc c'est d'essayer de comprendre quelle est la conséquence de la végétalisation, des types de végétalisation sur l'installation ou pas des moustiques
Et en l'occurrence, on va travailler aussi sur les tiques. Et après, derrière, c'est de faire la sensibilisation du grand public et de proposer des solutions. C'est vraiment pas de dire il faut garder le béton dans les centres-villes. Hein. On est bien conscient que non. Hein. Ouais. Mais encore faut-il le faire en connaissance de cause pour éventuellement prévoir et prévenir l'installation de vecteurs. Et pour mesurer ça concrètement, du coup, il y a des piégeages qui sont faits au sein de la ville. Ouais. Alors, comme ça a commencé cette année, on a commencé à Montpellier. Il y a du piégeage qui va être fait dans divers parcs de centre-ville et dans des zones pavillonnaires chez des gens. Donc ça, c'est mené par Colombine, donc mon étudiante en thèse d'université. L'idée, c'était de faire la même chose en parallèle à Toulouse, mais comme le projet vient de commencer, c'est vraiment un gros projet. On a choisi d'utiliser le campus de l'NVT comme site d'études parce que il offre un grand nombre de zones différentes et de zones qui sont peuplées différemment. Donc on va poser des pièges en partant de la cité des étudiants. On contrôle la cité des étudiants pour avoir une zone anthropisée. Puis après, on va se rapprocher des hôpitaux de bovines et on aura du coup d'autres types d'hôtes à proximité, en allant jusqu'aux volières qu'il y a en contrebas des NAC, par exemple, pour voir est-ce qu'il y a une différence du type de moustique qu'on peut trouver en fonction des hôtes et de la végétation qu'il y aura autour. Et on fait également du piégeage chez les personnes qui ont accepté qu'on le fasse, chemin des Capelles, dans les maisons qui sont en face. Parce qu'on se dit qu'on est vraiment dans une zone quand même pas complètement urbanisée, mais qui est quand même un petit peu. Donc on est en périphérie d'une ville, si vous voulez, avec la végétalisation, etc. Est-ce que c'est les pièges qui ont été installés là à côté des prés de chevaux ou pas? Parce qu'en baladant... Alors il y a plusieurs types de pièges. Donc il y a des pièges qui sont avec des panneaux bleus. Je sais pas si c'est ce dont tu parles. Donc ça c'est pas nous. Ça c'est un projet qui est mené par des collègues en parasito aussi. Tous ces pièges bleus, ils sont rétractants pour les mouches. Donc eux ils étudient les stomox, les tans, etc. Et ça n'attire pas les moustiques. Donc c'est d'autres types de pièges qui ont été disposés. On a fait une petite annonce. Virginie Fernandez, elle a partagé les infos et il y a le plan du campus avec où est-ce qu'on a mis nos pièges. Mais c'est pas les mêmes. J'ai envie de rebondir sur quelque chose qui a été dit un peu avant, sur le fait que l'éradication des moustiques pouvait entraîner des modifications dans la biodiversité, on va dire une perte de biodiversité. Et on entend quand même souvent que le moustique c'est un animal inutile en fait, c'est vraiment un insecte qui traîne là et qui ne fait que du mal. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors justement, je rebondis sur l'intervention dont vous avez parlé, que j'ai fait dans une classe de maternelle pour sensibiliser les enfants aux risques vectorisés. Et quand j'en ai parlé avec la maîtresse, elle me disait, voilà, à cet âge-là, c'est très dichotomique, c'est bien, c'est mal. Elle me disait, est-ce que ce serait bien justement de montrer que ces insectes, ils ont aussi un rôle. Donc c'était aussi l'objet de mon intervention auprès des enfants. Et d'expliquer des choses qui sont peut-être un peu moins connues sur le rôle de pollinisateur des moustiques. Ils ont un rôle dans la pollinisation évidemment qui est moindre que celle des abeilles, mais quand même qui existe puisqu'ils se nourrissent de sucre et de nectar, de fleurs de plantes, etc. Donc ils contribuent à la pollinisation. Les larves de moustiques qui sont aquatiques, elles ont un rôle dans la filtration de l'eau et ils servent aussi de substrat nutritif pour des poissons, par exemple libellules. Après vous avez des oiseaux qui se nourrissent des moustiques adultes, les chauves-souris, etc. Donc ils ont finalement une place aussi dans la grande chaîne alimentaire. Pour revenir sur les projets, tu fais partie de projets régionaux, mais aussi de projets qui sont à plus grande échelle, notamment européens. Comment tu arrives à conjuguer ces activités? Et au sein de ton travail, est-ce que ce sont des vases communicants ou est-ce que c'est compartimenté? C'est une bonne question. J'essaye de faire qu'au maximum ce soit pas trop compartimenté. C'est pour ça que quand je propose des sujets de thèse à des étudiants, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient une petite partie de ces grands projets. Comme ça fait un lien entre mon rôle d'enseignant-chercheur et d'encadrant et de personnes qui participent à un projet de recherche. Et ça peut être aussi par le biais de formation continue là pour la peine. Voilà, d'essayer de faire en sorte de trouver un lien entre tout ça. C'est pas toujours facile, mais... En 2019, tu l'as déjà dit, tu as créé une université d'été qui s'appelle l'Entomologie Summer Course, qui s'est déjà tenue 3 fois, même s'il me semble que ça a été interrompu par le Covid en 2020. Quel est l'objectif de cette initiative et comment est-ce qu'elle est née? L'objectif, je pense que c'est d'essayer de créer du lien et du réseau entre les personnes qui travaillent dans le domaine de l'entomologie médicale et vétérinaire, parce que c'est un petit milieu et il y a peu de spécialistes dans le domaine de l'entomologie. Même on se rend compte que les grands spécialistes partent à la retraite et disparaissent. Et paradoxalement, on sait bien que les maladies vectorisées, c'est des maladies d'avenir, donc on a un manque important de spécialistes. Donc l'idée c'était alors c'est pas en une semaine qu'on devient entomologiste, mais c'était de créer de l'initiation et de créer du lien entre les gens,
pour qu'après ils se connaissent et aussi qu'ils puissent mettre ensuite en place des collaborations de recherche, par exemple. Comment c'est né ? Je pense que c'est né de mon implication dans le Collège européen de parasitologie. Donc, j'ai fait partie du board depuis 2018 et j'avais en charge un peu le lien avec les résidents. Et ces résidents, donc ils viennent de partout en Europe, je trouvais qu'il me manque, ayant été moi-même résidente, je trouve qu'on manquait de possibilités de formation. Et c'était dans cet objectif-là que j'ai créé au départ pour les résidents, et finalement pas que, puisque je reçois aussi des personnes qui sont pas dans le cursus vétérinaire, mais qui sont, j'ai des médecins, des scientifiques, des biologistes, etc. Donc ça s'est vraiment élargi à un sens de personnes qui sont intéressées par le domaine, de l'entomologie médicale et vétérinaire. Et comment tu fais pour créer un support qui soit attractif et qui parle à la fois à des gens qui sont en résidence et des gens qui sont d'univers beaucoup plus variés ? Eh bien justement, j'ai essayé de le faire le plus holistique possible et du coup que l'on aborde vraiment tous les aspects animaux, humains. C'est vraiment l'objectif, que ce soit pas que vétérinaire, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Et donc, c'est passé par le biais de choix que j'ai fait d'intervenants. Et j'ai essayé vraiment de les chercher dans tout plein de domaines différents pour qu'ils soient aussi attractants pour divers types d'étudiants au sens large. Parce que souvent, c'est des personnes qui sont établies dans leur domaine qui viennent, mais qui sont étudiants pendant une semaine. Est-ce que là, le but, c'est aussi d'élargir le public, notamment, je crois que tu nous avais parlé d'étudiants qui viennent du Sud. Alors, ça, c'est une initiative qui a été créée avec un collègue, à l'époque, qui était chez Vétoquinol, parce que pour que ces universités d'été fonctionnent, il faut du sponsoring. Parce que on a besoin d'inviter des personnes qui viennent de loin. Je vous parlais de Lorenza Beati qui venait des États-Unis. J'ai fait vraiment venir des personnes de partout. Et ça, il faut du budget. Donc, on a besoin de sponsoring. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont soutenu dès le début cette université d'été. Et c'était suite à une discussion donc avec un collègue qui était à l'époque chez Vétoquinol, qui était OK pour sponsoriser, mais il a dit, moi, je voudrais que ce soit sous la forme d'une bourse pour qu'un étudiant qui n'a pas les moyens en PhD vienne faire cette formation d'une semaine et idéalement que ce soit un étudiant qui vienne d'un pays du Sud au sens large. Donc on a créé cette bourse Young Scientist Award qui est soutenue par la Société française de parasitologie, donc qui paye l'inscription, et Vétoquinol qui prend en charge les frais d'hébergement et de voyage. Et donc comme ça on a fait venir une lauréate de Tunisie, une autre du Ghana, un autre qui était basé aux États-Unis. Donc voilà, on a essayé de brasser un petit peu les origines et les provenances de chaque année. Et donc en termes quand même d'amélioration et de réflexion a posteriori sur les dernières éditions, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche pas forcément, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, comment ça se construit en fait sur le long terme? Comment ça se construit? Donc il faut imaginer un programme global. Moi ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des journées à thème, des journées par vecteur, et j'essaie de mixer les parties théoriques et les parties pratiques pour que ce soit pas trop lourd à suivre. Donc il y ait des sorties terrain, qu'il y ait des parties au labo, etc. Donc ça marche bien, ça plaît bien. Et j'essaye toujours de commencer la matinée par une keynote donnée par un spécialiste du domaine qui vient de n'importe où dans le monde. Donc ça, pareil, ça marche bien. Et à la fin, je fais passer un questionnaire de satisfaction pour savoir ce qui était bien ou pas. Et le soir, j'essaye d'organiser des social events, comme on dit, pour faire découvrir Toulouse. Et donc on essaye à la fois de faire des choses instructives et agréables et sympas, et aussi pour créer du lien avec les gens. Qu'est-ce qui a pas trop marché? Je pense que ce qui est dur sur une semaine comme ça, c'est le rythme, parce que c'est très dense et très intense, et on passe d'un vecteur à un autre sans trop de transition d'un jour à l'autre. Donc c'est peut-être ça qui est le plus difficile, mais c'est aussi l'objectif de ces semaines-là, quoi. On sait qu'on s'investit pendant une semaine pour travailler, quoi. Moi, j'aimerais revenir sur quand tu es allé enseigner en école maternelle, du coup. Ouais. Comment ça s'est... comment tu as vécu cette expérience, et est-ce que tu comptes le refaire? Alors ça, c'est pareil, c'est une initiative qui est faite dans le cadre de RIVOC, puisqu'on fait des interventions comme ça de sensibilisation dans des écoles, etc. L'objectif étant de sensibiliser les enfants au risque vectoriel, là en l'occurrence d'insister sur le moustique tigre, pour leur parler aussi de la prévention et de l'importance de pas laisser de l'eau stagnante dans le jardin, etc. pour qu'après ils aillent le raconter aux parents, et souvent c'est des choses qui marchent vachement bien. Donc les enfants qui transmettent aux parents. C'est des vecteurs. Voilà. Donc c'est très utilisé. Et là, comment ça s'est fait? Ça s'est fait aussi parce que il se trouve que par un concours de circonstances dans cette école-là, il y a ma nièce qui
qui y est. Donc j'ai suis intervenue dans sa classe, ce qui était très intimidant pour moi. En arrivant, j'étais très intimidée par tous ces petits enfants. Là. C'est vrai, alors que tu fais des conférences et des summer courses. Vraiment, et je pense que parce qu'il y avait ma nièce dans la salle aussi, elle était ébahie de me voir là, elle était un peu perturbée. Et j'étais épatée par tout ce qu'ils savaient, quoi. C'est vrai? Ben ouais, ils savaient qu'un insecte avait 6 pattes, que les femelles moustiques, elles prenaient du sambeau pour les œufs. Enfin, j'étais assez épatée de ce à quoi ils avaient été sensibilisés. Et c'est aussi parce que je sais que dans leur cursus, ils avaient travaillé en amont sur les insectes. Donc c'était super sympa. Ils avaient des questions très très pertinentes, vraiment. Et c'est quelque chose que tu voudrais refaire? Je suis pas sûre d'avoir trop le temps, mais c'était très enrichissant pour moi, quoi. Plus enrichissant que épuisant, les étudiants vétérinaires ou... Je sais pas, mais alors ils savaient beaucoup de choses. Mais bon, mais je suis pas sûre que mes étudiants, quand ils arrivent, ils savent comment on fait la différence entre insecte et acarien. Mais je suis restée 1h30, j'étais épuisée à la fin, donc j'avais déjà beaucoup d'admiration pour les maîtresses, j'en ai encore. Donc en plus de toutes ces initiatives pédagogiques dont on a déjà parlé, quand on parle de tes initiatives de manière générale ou de tes projets de recherche, on évoque forcément aussi le changement climatique. Comment est-ce que cet enjeu il impacte ta vie professionnelle, aussi bien dans le fond de ton travail, donc les sujets que tu abordes, mais aussi dans ta manière de travailler et de faire de la recherche? Dans le fond, je dirais que ça contribue à la naissance de nouveaux projets de recherche, typiquement celui dont je vous parlais sur la végétalisation qui s'appelle V2MOC. Qu'il y a une extension géographique de certaines maladies vectorisées. Donc, de fait, nous, on est directement concernés, que ce soit pour ma recherche ou pour mon enseignement. On peut parler de la leishmaniose, par exemple. Je collabore avec des collègues européens sur faire une espèce d'état des lieux de la prévalence de la leishmaniose, donc qui est une maladie parasitaire commune entre le chien et l'homme, mais qui touche aussi le chat. Ça, c'était un petit peu moins connu. Donc on a prélevé à peu près 300 chats provenant de 10 cliniques dans le sud de la France, de l'est à l'ouest. Et on s'est rendu compte qu'on a trouvé pas mal de chats séropositifs dans le grand sud-ouest, dans les zones autour du Pays Basque, etc., où on n'avait pas forcément de données jusqu'à présent. Donc il y a à la fois, si vous voulez, le changement climatique qui intervient, mais aussi le mouvement des animaux qui voyagent de plus en plus avec leur maître. Ouais. Ou des gens qui vont adopter des animaux à l'étranger qui reviennent avec. Et ça aussi, ça contribue à l'expansion en lien direct avec les changements climatiques, donc qui a permis la création, si vous voulez, de ce projet. Donc je dirais que j'y sois impliquée, que ce soit au point de vue de recherche ou enseignement, quand on travaille sur les maladies infectieuses, quand on travaille avec les vecteurs, forcément, on est sensibilisé par ces problématiques-là, sur les maladies vectorisées, et le concerné par l'évolution du climat à notre échelle. Les vecteurs se trouvent de plus en plus vers le nord et que notre enseignement et tout ce qu'on dit change, quoi. Moi, quand j'étais à votre place, la leishmaniose, on disait ouais bon, c'est vers Nice, voilà, quoi. Et ça a changé, quoi. Un espace de temps que je n'irai pas, mais voilà, on se rend compte que voilà, notre échelle, nous, d'enseignants, on voit ces choses-là qui bougent d'année en année, quoi. Et dans ta manière de faire de la recherche, parce que l'épisode, il y a un épisode qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre là, mais où on a interviewé Sophie Molia, qui est vétérinaire épidémiologiste et qui elle dit que la réalisation autour des rapports du GIEC, etc., l'a vraiment amené à réfléchir sa manière de travailler, de pratiquer la recherche. Elle arrête de prendre l'avion pour se déplacer à des congrès à l'autre bout du monde, des choses comme ça. Quelle est ta vision là-dessus, toi? Ça, c'est vrai. Et puis, c'est des choses qui de fait, ont changé. Et tant mieux quelque part. Hein. On prenait l'avion pour aller à Paris pour 1 heure de réunion. Ça s'est transformé par de la visio. Tant mieux. Après, malheureusement, je pense que le distanciel ne remplace pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi quand on se rencontre autour d'une pause café, etc. Donc, il s'agit d'essayer de trouver le juste milieu, effectivement. En revanche, dans ta vie personnelle, est-ce que ça t'impacte aussi? Voilà, du coup, on a un peu rejoint avec le sujet de l'avion. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont éco-anxieuses, qu'on dit. Ouais. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui t'impacte? Parce que moi, je sais que, par exemple, plus je fais de la recherche dans ces choses-là, plus ça me rend un peu anxieux et inquiet. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'arrive aussi? Alors moi, je suis quelqu'un d'anxieux de nature, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent me rendre plus anxieuse. Mais voilà, j'essaye par des petits gestes d'améliorer ma manière d'être. Et ça passe par, malgré les grèves, essayer de prendre plus le train et un petit peu moins l'avion, parce que je prenais beaucoup l'avion.
Et je suis amenée à beaucoup me déplacer. Donc ça, j'essaye de faire un petit peu plus attention. De faire attention à mon utilisation de plastique aussi, ça me pose un problème, l'accumulation de plastique. Ce genre de choses. Et dans mon quotidien, oui, nous on essaye du mieux qu'on peut de faire gaffe à notre consommation des trucs bêtes, mais de papier, de machin, etc. C'est des petits gestes auxquels on essaye un petit peu d'être attentif. Ouais. C'est marrant parce que je t'aurais pas du tout défini comme quelqu'un d'anxieuse, vu de l'extérieur en tout cas, donc tu caches. Non mais si ça se voit pas. Quand on cherche ton nom sur internet, on découvre que tu as parcouru les steppes arides de Mongolie pour apprendre l'art ancestral du cirque de puce. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, j'ai fait partie, malheureusement c'est au passé parce que cette compagnie n'existe plus, d'une compagnie de cirque-théâtre qu'on avait appelé le Low Cost. Et on avait créé un spectacle de théâtre magie mené par un copain qui est magicien de profession maintenant. Et tout était low cost en fait. Donc on faisait des trucs de base pour faire rire les gens avec rien quoi. Avec des tours de magie qui fonctionnaient. Et du coup, moi, dans cette troupe, j'étais un peu la meneuse de revue qui surveillait un petit peu tout le monde. Et donc, quand on a créé la compagnie, on s'est aussi créé des profils sur nos histoires de vie un petit peu romancées, on va dire. Donc on est d'accord que tu n'as jamais eu d'élevage de puces avec lesquels tu as fait... Alors j'ai des élevages de puces, mais j'ai pas réussi à faire du cirque encore et je suis pas allée dans les steppes de Mongolie malheureusement. Et il y a rien dans les bouquins de Neumann qui peuvent... Alors, je pense qu'il existe encore peut-être dans le monde des cirques de puces. Je sais que les derniers étaient en Chine. Et ces cirques utilisaient la puce humaine, Pulex irritans. Parce que en gros, les personnes qui gardaient les puces, ils les gardaient dans une petite boîte et puis ils laissaient se nourrir sur eux... pour les conserver. Donc ça, c'est vrai que ça existait, que c'était donc du Pulex qui était utilisé pour ça. Mais bon, j'ai jamais pu rencontrer des gens qui faisaient ça de métier, malheureusement. Et alors sur ce site, c'est aussi écrit que tu as suivi un certain nombre de formations de théâtre. Je sais pas si ça c'était romancé. Non, ça c'est vrai. Et sur Internet, on voit aussi qu'en 2022, tu faisais encore partie d'une pièce de théâtre qui traitait notamment de la thématique d'Alzheimer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu globalement en fait tes activités de théâtre, même avant ça, les pièces dans lesquelles tu as participé, dans lesquelles tu vas peut-être participer ? Alors moi j'ai commencé le théâtre, j'avais 14-15 ans et je me suis arrêtée pendant mes études ici parce qu'à l'époque c'est dommage, il n'y avait pas autant de clubs que maintenant, donc il n'y avait pas de club théâtre. Ah oui. Et quand j'avais voulu refaire du théâtre, donc c'était dans Toulouse, les ateliers, les représentations de fin d'année tombaient toujours avec les examens et donc je m'étais dit bon, je laisse tomber. Et donc j'ai repris en 2017, un truc comme ça, et j'ai jamais arrêté depuis. Donc j'ai fait partie de divers ateliers. Je pense que j'ai presque parcouru tous les ateliers toulousains. Et avec des amis, avec qui j'ai partagé pas mal d'aventures théâtrales, on a créé une troupe en 2017, les Neurotypiques, avec pour objectif de parler aux aidants familiaux de familles qui ont des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou d'autisme, parce que dans la troupe à l'époque on avait 2 psychologues, donc une copine qui était spécialisée dans Alzheimer et un copain qui travaillait avec les enfants autistes. Et donc l'objectif était vraiment de proposer un spectacle autour de cette thématique-là et d'intervenir dans des associations, ce qu'on a fait. Donc ce spectacle s'est appelé Les Chroniques Atypiques et donc on décrivait plusieurs tableaux de la vie de tous les jours de ces personnes atteintes de ces maladies-là. Et on a intervenu, on a joué dans des théâtres, mais surtout dans des associations, donc pour des personnes qui étaient concernées directement par cette maladie, qui avaient un parent, un enfant, un mari, une femme atteinte de ces maladies-là. Et c'était une expérience extrêmement enrichissante parce que à la fin du spectacle, on était remerciés par ces gens-là d'avoir partagé avec eux leur quotidien en fait. Ils se sentaient moins seuls parce que toutes les petites histoires qu'on racontait, c'est des choses qu'ils avaient vécues. Et vraiment, ça leur avait fait du bien. Et l'objectif aussi, dans ce spectacle, c'était de rajouter le personnage du clown qui représentait la maladie pour faire comprendre qu'à un moment donné, c'est pas la personne qu'on aime, mais c'est la maladie qui fait faire telle chose-là. Et ça, on l'a illustré par le clown qui faisait faire à la personne des choses-là. Donc, c'est une manière d'externaliser la maladie. Et les gens, ça les a beaucoup aidés. Et quand ils étaient de retour à la maison, qu'ils voyaient leur mari ou leur femme faire quelque chose d'anormal, ils disaient non, c'est pas lui qui fait ça, c'est le clown. Et pour nous, ça a été hyper enrichissant, hyper touchant, hyper valorisant d'avoir ce retour de ces personnes-là, qu'avec notre création, on arrivait à les soutenir un petit peu, quoi. Malheureusement, le Covid est passé par là, et donc depuis 2020, on a un petit peu mis de côté, parce que chacun est reparti sur un petit peu d'autres projets. Donc je sais pas si on le reprendra, mais c'était
vraiment un très très beau projet. Donc je suis très fière parce on a tout écrit de A à Z. On s'est fait un peu aider pour la mise en scène, mais voilà, on a écrit les textes, etc. Et moi, j'ai même réussi à y mettre un peu de parasitologie dedans. Donc il y a des anciens étudiants qui étaient venus me voir, ça les avait fait rigoler. Et c'était dans un théâtre à Toulouse ou... Ouais, on avait joué au Fil à Plomb plusieurs fois, qui est rue de la Chaîne, vers Arnaud Bernard, et après dans des associations de France Alzheimer, etc. Donc là, on jouait dans différents lieux. Et ensuite, toujours sur le théâtre, l'an dernier, tu as participé à une pièce de théâtre des étudiants, où ta présence a surpris tout le monde, puisque tu as été sélectionné dans le public au milieu de la pièce, pardon. Et il était difficile de savoir si tout était prévu ou non. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé? Est-ce que ce sont les étudiants qui sont venus te chercher? Alors effectivement, ce sont les étudiants qui sont venus me chercher parce que cette pièce était écrite comme ça, qu'il y avait une fausse personne du public qui était en fait un comédien. Donc ils avaient besoin de quelqu'un et donc ils ont pensé à moi parce qu'ils savaient que je faisais du théâtre. Donc voilà, ils sont venus me demander si c'était possible et du coup ça m'a fait plaisir qu'on me sollicite. Et donc c'était très préparé en fait, on a répété plusieurs fois. Donc tout était prévu. Et donc tant mieux si les gens ont cru que ça l'était pas. Ah, c'était excellent, c'était le grand débat à la fin de la pièce de savoir mais c'est pas possible, est-ce qu'elle était juste dans le jeu ou pas Et est-ce que tu aimerais du coup participer à d'autres pièces ou d'autres projets prochainement Alors ça, on en avait parlé à la fin, ça sera avec grand plaisir, c'est plus par manque de disponibilité que voilà, je me suis pas plus engagée parce que je suis sur d'autres projets et puis je voyage quand même beaucoup pour mon travail. Et voilà, je sais qu'à un moment, quand on prépare une pièce, il faut s'engager à être présent. Et comme ça, c'est des choses que pour l'instant, je pouvais pas assurer. J'ai pas été plus loin, mais ça m'a fait vachement plaisir que les étudiants Enfin, voilà, c'est une marque de confiance de leur part. Et donc, ça m'avait beaucoup touché qu'ils viennent me chercher. Moi, je pense que nous aussi, ça nous avait fait très plaisir. C'est toujours pareil. Moi, j'étais président de l'amicale, j'ai pas fait de théâtre, mais d'avoir des gens qui sont pas étudiants, qui s'investissent un peu dans les clubs et qui partagent des moments avec nous, je pense que c'est vraiment agréable, quoi. C'est aussi un des intérêts de ce podcast à la base. Et alors je sais pas quand est-ce que tu as commencé exactement le théâtre, mais est-ce que ça t'a servi aussi? Parce que quand tu fais de la recherche, donc tu fais des conférences ou même des amphithéâtres devant plein d'étudiants, et ça peut quelque chose qui, au début, comme tu as dit, tu fais de la recherche et il y a le côté enseignement qui va avec, mais tu n'as pas forcément choisi de faire l'enseignement avec. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi pour être plus à l'aise devant tout le monde? Oui, ça c'est évident que ça a été un atout pour moi. Dans les deux sens, ça d'ailleurs, parce que j'utilise beaucoup de mon métier dans mon art, si je peux me permettre, quand je fais des improvisations, etc. Ça revient toujours sur quelqu'un qui fait des conférences, quoi. Et je me moque de moi-même. Et dans l'autre sens, évidemment, parce qu'on apprend des techniques de respiration, des techniques des séances au public, comment on s'adresse à 2 ou à 50 personnes, la manière d'être, de regarder les gens, etc. Donc c'est évident que ça m'a aidé, mais c'est dans les deux sens. Et si tu voulais inciter maintenant des étudiants qui écoutent ce podcast à se diriger vers l'enseignement, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il faut aimer partager et que c'est beaucoup d'investissement quand on a envie de faire passer un message. Donc je pense qu'il faut pas subir son enseignement, même si moi au début j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là, mais maintenant c'est vraiment pour moi une part de mon métier qui est hyper importante et à laquelle je souhaite continuer à essayer de m'améliorer. Donc je pense qu'il faut vraiment aimer expliquer, aimer échanger, aimer communiquer, mais c'est à la fois frustrant et à la fois très valorisant. Voilà, c'est pas toujours facile parce que notre discipline, c'est pas obligé qu'elle plaise à tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc des fois, voilà, c'est pas évident d'avoir affaire à un public qui aime pas ce qu'on raconte, mais c'est aussi le challenge d'essayer de faire passer des messages et de rendre la discipline la moins désagréable possible pour ceux qui n'ont pas d'attrait pour cette discipline-là. Quels sont tes projets là dans l'année à venir et sur le plus long terme, c'est quoi les trucs sur lesquels tu es en train de travailler en ce moment? Alors là, c'est pas mal le projet de Colombine sur la végétalisation, puisqu'il y a une étudiante en Master 2 et un étudiant qui fait son stage de recherche sur ce projet-là. Donc c'est quand même un gros projet qui va nous occuper sur les 3 ans qui viennent. Après, c'est de continuer à mettre en place dans le cadre toujours de RIVOC, de la formation que l'on aimerait faire évoluer auprès des lycées agricoles. Voilà, ce genre de choses. Je suis aussi impliquée dans l'organisation d'un gros congrès qui aura lieu l'année prochaine à Montpellier, qui s'appelle ESSOV. Donc c'est sur, en gros, l'écologie des vecteurs au sens large. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? C'est à peu près tout. Et plus globalement, est-ce qu'il y a des
des choses que tu n'as pas pu raconter dans ce podcast parce qu'on n'a pas posé de questions dessus, que tu auras envie de dire là au public qui t'écoute? Non, moi, ce qui est important pour moi, je vous ai parlé de collaboration. Je pense que quand on fait de la recherche, il faut aimer travailler avec les autres. On peut pas être seul dans son coin parce qu'on n'est rien tout seul. C'est impossible. Et c'est aussi ça qui me plaît. Et c'est aussi ce pourquoi j'ai mis en place les formations que je vous disais, parce qu'aussi par les formations, on rencontre des gens. Voilà, moi, j'essaye de mettre en place des collaborations avec d'autres universités. Notamment, on m'a sollicité pour voir si je pourrais être le vecteur pour mettre en place un plan Erasmus avec une université. Voilà, je pense que si on parle des études vétérinaires, quel que soit ce vers quoi on se dirige, je pense qu'il faut penser global et c'est bien d'avoir des interactions avec d'autres universités et d'autres nationalités et à tous les niveaux, que ce soit la formation, la recherche, et ça, c'est des choses pour moi qui sont hyper importantes. Merci beaucoup. J'espère que ça aura intéressé tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et merci à toi, Émilie. Merci à toi. Merci pour l'invitation, je trouve ça super sympa.